et bonjour à tous. Est-ce que on m'entend, me voit? Vous pouvez me faire un petit signe au niveau du chat. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Super. Merci Yannick. Super. Je suis ravi d'être avec vous. Merci à tous d'être là aujourd'hui. On va, on va parler d'un sujet que je trouve passionnant parce que c'est un petit peu le reflet de ce qui ne fonctionne pas forcément bien aujourd'hui dans la vie du bureau moderne. Ce webinaire donc, du 9 juillet, qui est le dernier webinaire avant les congés, en tout cas la période estivale, va nous permettre de faire un petit point sur ce qui ne marche pas toujours très bien dans l'entreprise, et donc d'où l'idée de cette thématique sur les bullshit jobs. Vous allez voir, j'espère que vous allez y retrouver des expériences personnelles aussi. Et je voulais juste vous dire que vous pouvez également faire des petits commentaires sur le chat, n'hésitez pas. Donc, je vois que François a commencé à nous faire un joli post, un manque de lieu d'ailleurs. Température agréable, toute la neige a fondu, c'est une chance de déneiger quand il fait aussi chaud. Un lucide job, mais oui, c'est clair. Merci en tout cas François. Alors n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. L'idée c'est de poser des questions et puis j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Donc, première slide qui montre bien ce que c'est qu'un bullshit job. En tout cas, c'est vraiment la thématique sur l'absurdité du travail au bureau. Clairement, de nos jours, les organisations se sont complexifiées et vous verrez après qu'il était question il y a quelques années par un grand penseur économique de penser qu'on travaillerait 13 à 15 heures par semaine. Le fait est que ce n'est pas le cas et on n'a pas réussi, malgré la technologie, à réduire ce temps de travail, à le rendre en tout cas plus efficace. Tout au contraire, on a mis en place une méthode de travail que l'on appelle le job de merde, en fait. Voilà. Et donc, on va en parler. Est-ce que vous ne voyez pas les slides? Yannick et va le voir. Normalement, vous devriez tous le voir. Ou alors, faites juste peut-être une petite modif de votre côté. OK, merci. Donc, c'est juste un problème pour un d'entre vous. Mais de toute façon, sachez qu'à la fin de cette présentation, j'aurai l'occasion vous recevrez donc le replay avec la présentation et des liens pour continuer la discussion avec vous. Donc, alors, je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc Augustin Valero, vous verrez mon CV à la fin de la présentation. Je co-dirige le Florian Mention Institut et donc j'anime avec mon associé Loïc Douillère et Florian Mention tous ces webinaires sur les thématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire le management et l'entreprise. Alors, pour parler de ce phénomène, qui est un phénomène qui a été à l'origine, c'est un chercheur américain en fait, et surtout un anthropologue américain, donc il s'appelle David Graeber. Lui, en 2013, il a défini cette notion de bullshit job en s'appuyant sur une définition qui est la sienne en fait, un emploi rémunéré si inutile et superflu ou néfaste même, que même le salarié ne peut en justifier l'existence au quotidien. Ce sont des jobs qui ne servent à rien. Et c'est vrai que ça existe malheureusement. On va les retrouver plutôt dans les grandes entreprises, c'est vrai, dans les grands groupes, parce qu'il y a une inertie telle qui fait qu'on ne se rend compte que trop tardivement que le travail ne sert à rien, en tout cas que la fonction, pour certaines fonctions, ne sert à rien. Donc, il a décidé de classifier une série de métiers qui font partie de ces travaux un peu à la con, on va dire. Et c'est vrai que le paradoxe est que malgré l'évolution, malgré une évolution du monde économique, du monde de la digitalisation, l'informatique, tous ces outils qui sont à notre disposition, les smartphones, l'IA, peut-être que ça changera des choses, mais en tout cas, à ce jour, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à mieux travailler, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez un célèbre économiste britannique que l'on a tous rencontré, en tout cas connu à l'université ou à l'école, c'est le fameux Keynes. Il avait publié un essai qui s'appelait donc Perspective économique pour nos petits-enfants. Alors, dans ce texte, il prédisait que 100 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment, on ne travaillerait plus que quelques heures par semaine, c'est-à-dire 15 heures en moyenne.
Mais la preuve est que non, on n'y est pas et malheureusement, on est parti pour travailler encore plus, plus longtemps. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me poser des petites questions, le chat est là pour ça. Moi, j'avance dans ma présentation et même faire quelques commentaires ou des apports, n'hésitez pas, on va les lire. L'autre point important donc, de ce phénomène, c'est pourquoi ça s'est proliféré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces multi-jobs se sont multipliés et ont donné naissance à ce phénomène qu'on connaît tous, la grande démission après le Covid, mais qui avait déjà commencé avant. En fait, il y a tout d'abord un phénomène que l'on appelle le féodalisme managérial. Ça consiste à dire qu'une personne qui a beaucoup de collaborateurs sous sa responsabilité, plus elle en a, ou plus il en a, plus il est censé être important dans l'organisation. Donc, ce n'est pas la qualité, c'est le nombre de personnes que j'encadre qui font de moi une personne importante et presque irremplaçable. Le deuxième point, vous le connaissez tous, c'est la bureaucratisation de nos entreprises. On dit souvent que l'État français et l'administration française est une administration bureaucratique avec des procédures et des process complexes et inutiles. Mais en fait, nos entreprises suivent le même chemin depuis pas mal d'années. Peut-être à cause des règlements, peut-être à cause des normes qualité, peut-être à cause des process, de la vérification, du contrôle, qui s'est accentué pour ne pas être centré sur la valeur ajoutée, mais plutôt sur une thématique. Elle se justifie d'elle-même, en fait, quelque part. Le contrôle se justifie à lui-même. Et donc, on est en train de s'ajouter des contraintes colossales et des process qui nous permettent d'auto-justifier un travail. Voilà un peu comment on peut introduire tout ça avec un phénomène terrible, c'est la démotivation des collaborateurs, l'inefficacité des organisations, bien sûr. Et je le répète, autant dans une PME ou dans une TPE, on le voit tout de suite dès qu'il y a ce genre de parasite, autant dans une grande entreprise, l'inertie fait que ça prend un certain temps et que le risque est énorme pour l'organisation à long terme, en fait. Alors, notre ami David Graeber, donc, il a défini 5 profils de job à la con, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si certains connaissent cette théorie, mais je trouvais que c'est très intéressant parce que ça montre bien l'état des lieux et la gravité du problème, en fait. On a une première catégorie que l'on va analyser. Ce qu'on va faire d'abord, c'est analyser tous ces profils. Et ensuite, on va essayer d'étudier ensemble mais comment est-ce qu'on s'en sort? Comment on fait pour sortir d'un job à la con? On va utiliser ce mot-là en permanence, c'est la réalité. Donc, la première catégorie, ce sont les larbins. On verra qu'ils sont très, très importants dans l'organisation et je donnerai quelques exemples pour illustrer cette présentation. La deuxième, ce sont les porte-flingues. Deuxième catégorie plutôt agressive, on va le voir. La troisième, ce sont les bricoleurs. Ceux-là, il y en a un peu partout chez nous aussi, les rhapsodes en anglais, mais on est vraiment sur des profils vraiment qui sont là pour éteindre des feux. On va en parler aussi. Et enfin, les deux autres, les cocheurs de cases. Ça, c'est un très beau métier, en tout cas une très belle fonction. Et puis, bien sûr, on les connaît tous, les petits chefs. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, ou s'il y en a, qui se sont, en tout cas, corrigés d'eux-mêmes ou formés, ou ont mis en place des processus pour sortir de cette posture. Donc, on va tout de suite, sans plus attendre, parler donc des larbins. Et qu'est-ce que c'est qu'un larbin? Cette première catégorie, elle est très intéressante parce que ces postes n'ont pour unique fonction que de permettre à d'autres de se sentir importants ou influents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on allait les retrouver bien souvent dans les grands groupes. En fait, leur présence, elle va magnifier leur supérieur hiérarchique. C'est vrai que c'est un profil très intéressant parce que on sait que dans une organisation, il y a toujours des larbins, et c'est vrai que ce sont des gens qui sont surqualifiés sur des fonctions mineures ou des personnes avec des agendas vides, des réceptionnistes d'apparat qui finalement n'ont rien à faire puisqu'il n'y a rien à surveiller. Donc voilà, on les a croisés, c'est souvent des personnes qui en réalité
ne sont là que pour l'apparat. C'est vraiment ça le sujet. Euh, on va dire que si je prends quelques exemples par rapport à ce type de poste, je vais prendre un exemple, le cas d'un directeur ou d'une directrice qui va exiger en fait que son assistant, d'avoir en tout cas un assistant ou une assistante dédiée, tout simplement parce que les autres directeurs de la société en ont une ou deux également aussi. Alors qu'en fait, peut-être que ce poste pourrait revêtir une autre fonction. On sait aujourd'hui que beaucoup de directeurs euh, prennent eux-mêmes leur rendez-vous avec des agendas sur Internet, gèrent leur email directement. Et en fait, lorsque c'est comme ça, ben, on est là pour se dire qu'on a un assistant qui va relire nos mails éventuellement et qui va surtout prendre nos réservations au restaurant ou éventuellement aller chercher des fleurs. Voilà, donc c'est vraiment une fonction qui ne sert à rien et cette fonction-là, ben, elle existe vraiment. C'est aussi le cas du manager, en fait, qui va recruter un chef de projet, mais qui va refuser totalement de lui déléguer des tâches. Là, ça arrive très très souvent. On veut absolument avoir des collaborateurs compétents, mais on les a en fait cantonnés à une fonction tout simplement de boîte aux lettres. Ça arrive très souvent aussi dans les organisations. Et en fait, malheureusement, ça gonfle artificiellement l'organisation et sans aucune valeur opérationnelle. Ce sont des gens qui sont qui ne font que transférer des mails ou lire des documents qui leur sont envoyés mais qui n'ont aucun intérêt. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant? Ça va? Vous retrouvez un peu ces collaborateurs dans vos entreprises, n'hésitez pas. Hein. Il y a Eva qui a levé la main. Eva, en fait, vous pouvez écrire quelque chose. Ah ben voilà, merci Eva. OK. Voilà, on va continuer à voir un petit peu, toujours pareil dans cette catégorie des larbins. On va le retrouver aussi, cet exemple me plaît beaucoup parce que je l'ai vu en fait. C'est un cabinet de conseil avec, voilà, avec un client qui est plutôt un client important, qui va envoyer donc à une réunion une équipe composée de 4 personnes, dont par exemple le quatrième n'est qu'un stagiaire, qui n'aura que pour principale fonction que d'ouvrir son PC, prendre des notes et ne rien dire, mais bon, ça montre qu'on arrive en force et que on a bien pris en compte les attentes de nos clients. C'est vraiment, regardez un peu la taille de mon équipe, regardez comme on est fort. Voilà. Ça, c'est vraiment, l'idée, c'est de se montrer puissant, en fait. Voilà. La réalité, c'est que les experts n'ont pas besoin de travailler donc, avec un rôle de façade. Il suffit d'aller directement aux actes, en fait. Alors, un autre exemple, un dernier exemple pour finir sur cette première catégorie, c'est ce qui concerne donc, les fameux postes de responsables de coordination. Vous allez avoir des grands projets qui sont gérés par une équipe autonome de l'entreprise, et ça arrive très très souvent, et on va leur mettre au-dessus une personne pour les coordonner. Je trouve que bien souvent, à part faire du reporting complémentaire, cela n'a aucun intérêt. Donc, alors ceux qui lèvent la main, surtout, faites plutôt des commentaires sur le chat. Je préfère, sinon, parce que je ne peux pas donner la parole oralement aux équipes. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat. OK? Donc, c'est quoi ce rôle de responsable de coordination? C'est une personne qui va organiser le travail d'experts qui ont déjà tous les atouts pour se débrouiller tout seul. Voilà. Donc, c'est plutôt un management de façade et à la fin, ce coordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer les PowerPoint, il va faire du bruit, quoi. Il va faire du vent. Donc, ça, c'est la première catégorie très intéressante, mais qui est complétée par une très belle catégorie. Vous n'avez pas le son aujourd'hui, je suis désolé, parce que je sais que tout le monde m'entend. Je ne sais pas comment vous aider. Peut-être qu'il faut que vous touchiez vos paramètres au niveau de votre audio, je suis désolé. Alors, la deuxième catégorie. Alors, le titre est sympa parce que c'est vraiment les fameux. Alors oui, on parle beaucoup de métiers de bureau depuis quelques minutes, mais ça peut aussi concerner n'importe quel métier. Oui, c'est vrai. J'imagine qu'un métier dans le BTP où une équipe technique est suffisamment autonome pour partir le matin sur chantier et revenir avec un résultat, n'a pas toujours besoin de quelqu'un qui va venir les contrôler, si les process sont en place, si le reporting est bon. Je pense que dans tous les domaines
Oui, j'ai parlé beaucoup de bureaux parce que c'est un peu l'exemple de notre environnement, notre écosystème. Mais je considère que ça peut s'appliquer à la santé, à l'industrie, bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent l'industrie qui nous a amené à réfléchir sur nos organisations. Tout à l'heure, j'ai parlé de Keynes, mais on peut parler aussi de toutes les écoles, notamment l'école de Palo Alto aux États-Unis, qui a travaillé sur tout ce qui est la thématique des ressources humaines. Et c'est beaucoup inspiré de l'industrialisation pour analyser le travail. Et donc, oui, vous avez raison, ça concerne toutes les activités. Deuxième catégorie, les porte-flingues. Alors, c'est un terme un peu comme ça, barbare, mais moi, j'appelle ça aussi les chasseurs de tête, en fait. On va le voir après pourquoi. Donc, il s'agit de postes comportant une dimension offensive. C'est-à-dire qu'on est sur des gens qui sont dans l'agressivité, parce que ça fait partie de l'ADN de ces personnes et de l'entreprise, en fait. Et l'idée, c'est être en permanence sur le volet de la concurrence, de l'agressivité vis-à-vis d'autres personnes ou d'autres entreprises. Là, par exemple, ce sont les lobbyistes corporatifs, les avocats d'affaires qui vont harceler donc de procédures les concurrents. Voilà, on est sur une énergie qui n'est pas dépensée à réfléchir à notre valeur ajoutée, mais plutôt à démonter les autres, quoi, y compris nos concurrents. Euh, Ouais, ah oui, bien. Merci Valentin pour le conseil technique. Celles qui n'avaient pas de son, n'hésitez pas à remettre sur le téléphone. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'en ai un que je connais très bien parce que dans mon métier, c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est ce qu'on appelle le chasseur de tête. Alors, vous savez que je fais du conseiller en recrutement et que c'est mon principal métier. À côté de ça, on fait d'autres choses. On fait de la formation, du coaching, des bilans de compétences, de l'outplacement aussi. Mais je fais un métier que l'on appelait communément en revanche chasseur de tête, ça se dit de moins en moins. Mais c'est un peu le recruteur de l'extrême, en fait. Ça, c'est malheureusement à cause des réseaux sociaux et de tout ce qui est data. C'est le cadre qui passe son temps à essayer de piller les collaborateurs des concurrents. C'est dans une équipe RH, il y a toujours quelqu'un qui fait que du sourcing, qui ne passe son temps qu'à cela, à harceler les collaborateurs sur LinkedIn, en essayant de les attirer, vendant du rêve pour les débaucher, en fait. Donc, ça crée un mouvement perpétuel, totalement inutile sur le marché du travail et artificiel d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, souvent qui va alimenter les fameux bullshit jobs. Et puis, ça agit voilà, comme un mercenaire au niveau des RH. Dans mon métier, je le vois aujourd'hui. Beaucoup de consultants passent leur temps à chasser des candidatures en essayant presque de les piéger, en fait, et aussi en essayant de débaucher ceux de nos concurrents. Pourquoi c'est néfaste? Parce que d'une part, c'est déséquilibré, c'est mentir aux candidats, et d'autre part aussi, c'est néfaste parce que plutôt que de se concentrer sur notre valeur ajoutée, on va piller celle des autres, en fait. Il y a aussi, dans ces chasseurs de tête, les juristes. Ils sont très forts pour ça aussi, en fait. Le juriste d'affaires spécialisé, c'est celui qui va passer son temps, non pas à vérifier que mon entreprise est dans la légalité, mais plutôt à attaquer les concurrents avec des procédures ou des clauses de non-concurrence abusives de manière à bloquer tout le monde, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment des porte-flingues et c'est juste un bouclier agressif qui va peut-être nous permettre de garder des parts de marché pendant une période, mais qui au bout d'un temps n'aura pas d'efficacité parce que l'organisation ne se sera pas repensée. Voilà. Euh, autre point, autre profil intéressant aussi dans cette catégorie des fameux porte-flingues, on va avoir le consultant en cost-killing. Alors celui-là, on le connaît tous, c'est un cadre qui est employé par un grand cabinet et qui va faire des tableaux, d'énormes calculs scientifiques et qui va vous démontrer par A plus B qu'il faut dégommer tel ou tel service. Voilà, ça c'est le grand classique, dénué d'humanité et qui permet quelque part aux dirigeants de prendre des décisions un peu radicales en s'appuyant sur une étude soi-disant scientifique, mais qui en fait permet de faire aux autres le sale boulot. En fait, voilà, c'est lorsqu'on donne aux autres le sale boulot, plutôt que d'affronter la situation et devoir annoncer à un service que sa rentabilité n'est pas bonne et qu'il faut se réorganiser, et on va s'appuyer sur ces fameux cost killing qui vont considérer qu'on est plutôt un centre de coût et dégommer un service sans réfléchir à sa réorganisation, sa réorientation.
Dernier profil parmi les porte-flingues, celui qu'on connaît tous de la grande distribution, j'espère que je ne vexe personne, ou les acheteurs en fait des grands groupes, c'est-à-dire ce sont les acheteurs qui, plutôt que de chercher euh, à développer une valeur ajoutée en achetant les meilleurs produits ou les meilleurs rapports qualité-prix, vont passer leur temps à tordre le kiki de leurs fournisseurs à coût de 0,5% pour à la fin les perdre parce que les entreprises, les petites PME, les TPE ont une marge qui est faible, mais ça ne les dérange pas en fait. Ils vont justifier leur poste en détruisant quelque part une relation commerciale qui est saine. Et ça, on ne le voit que sur du long terme. Voilà. Donc, ce sont des mercenaires de bureau, voilà, des cadres brillants dont l'intelligence est détournée pour attaquer. Voilà. Ce sont ils vont bloquer, ils vont essorer les autres, en fait, et simplement parce que c'est le business, c'est la règle. Hein, on est là parce que c'est le business, voilà. Et donc, si on supprimait ces postes de part et d'autre, l'économie, peut-être qu'elle respirerait mieux, elle réfléchirait un peu différemment. Voilà pour nos copains, les porte-flingues. Est-ce que vous en connaissez également aussi? Si vous avez des exemples, je veux bien que vous les partagiez parce que ça peut illustrer aussi nos propos. Alors, on a une très belle catégorie aussi, et celle-là, j'aime beaucoup aussi, toujours dans les jobs à la con, c'est les rhapsodes. Ce sont les rafistoleurs. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de rafistoleurs, en fait? Dans la théorie de Graeber, ce sont des employés dont le poste existe uniquement pour compenser une faille de l'organisation, ou un bug, en fait, ou une mauvaise organisation. Il ne devrait pas exister, en fait, parce que l'entreprise devrait d'elle-même traiter cette faille et tourner correctement. Mais ils passent leur vie professionnelle à mettre des pansements sur des jambes de bois, en fait, tout simplement. Ici, sur des profils cadres, on va retrouver ça, notamment dans les data cleaners, par exemple. Je prends un exemple. Dans votre entreprise, il y a deux logiciels. Un qui tourne bien et un deuxième qui est obsolète. Sauf que les deux doivent communiquer. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher une data cleaner qui va faire des copier-coller du logiciel qui fonctionne mal dans le logiciel qui fonctionne bien. Si on s'était plutôt occupé à changer le logiciel, à le faire évoluer ou à repenser l'outil, on aurait peut-être une personne en moins à payer à la fin du mois, ou alors on appellerait à faire autre chose, ce qui serait plutôt intéressant. Donc là, on paye un homme ou une femme pour faire office de câble. Copier-coller, c'est un tuyau en fait, hein, c'est un câble, cette personne. Il y a aussi, dans la catégorie de ces profils-là, une catégorie qui est pas mal aussi, c'est les Customer Success Managers. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont responsables de la relation de crise, en fait. Voilà, là, on est face au client et face à la crise. Alors, je vais juste profiter pour faire une petite pause et lire un commentaire d'Alain. Donc, une équipe de validation qui préfère embaucher des juniors plutôt que du matériel, des tests performants, oui, c'est ça. Ben oui, et dire que tout va mal à cause des juniors, exactement, quoi. Je n'ai pas repensé, je n'ai pas investi, mais comme c'est facile de recruter des juniors et c'est facile aussi de reporter la faute, ben, exactement, c'est ça. Oui, et Julien, je suis d'accord. Il y a beaucoup de Customer Success Managers dans les entreprises, c'est-à-dire les responsables de la relation client. Mais si je mets entre parenthèses de crise, c'est parce que certaines entreprises détournent la fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais prendre un exemple. Une entreprise, elle conçoit un logiciel. Et ce logiciel, ben, il a plein de bugs. Voilà. Ne marche pas. Et les clients râlent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais plutôt que de s'occuper du logiciel et d'investir quelques milliers d'euros en développement, on va recruter un Customer Success Manager qui a passé son temps sur un gueuler par les clients. Et son job, c'est de calmer les clients, mettre en place des petites actions correctives, déclencher des corrections. Et donc, quelque part, passer son temps à s'excuser et à mettre des petits pansements aussi sur le logiciel qui, en fait, doit être changé, ou qui attend cette évolution. Quand je dis relation client, c'est parce que c'est eux qui sont tapés dessus, en fait. Et on les paye pour ça. Et on ne les écoute pas, d'ailleurs, parce que souvent, leur expérience nous intéresse. Autre profil, on va l'appeler le pompier de service, en fait. Alors, ce pompier de service,
C'est le cas dans les entreprises où les process sont tellement lourds ou tellement flous et bureaucratiques que rien ne sort à temps, en fait. C'est l'exemple du coordinateur des projets urgents, en fait. On demande quelqu'un pour accélérer des processus. C'est le cadre supérieur qui va être embauché pour débloquer les dossiers. Alors, il doit appeler personnellement les équipes, leur mettre la pression, user de son réseau interne pour faire avancer et réparer finalement manuellement de lenteur d'un système que la propre entreprise a créé. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. On a créé une lenteur plutôt que l'effacer, on va mettre quelqu'un pour accélérer les choses. Alors, Stéphane pose une question intéressante sur la reconnaissance des rafistoleurs. Oui, ben oui, c'est vrai, parce que rattraper les incompétences des personnes, c'est pas valorisant, personne ne voit en fait. On baisse la tête et la boutique tourne en fait, c'est ça. Et malheureusement, le rafistoleur, ben, lui, il est sous pression, il a peut-être une véritable compétence qu'il pourrait utiliser à anticiper, à faire des propositions, mais que dalle, en fait, on n'écoute pas et il passe son temps à réparer et à faire avancer des choses qui pourraient avancer toutes seules si on repensait autrement, bien sûr. Bien sûr qu'ils n'ont. C'est pour ça que c'est un job à la con et qu'il faut quitter ce job à la con de rafistoleur. Allez, un dernier dans cette grande catégorie qui va beaucoup vous plaire. Je pense que vous le connaissez. C'est le fameux Chief Happiness Officer ou le responsable du bien-être. Ah, l'entreprise où les managers sont des managers toxiques et que on a un turnover de malades avec une pression pas possible et des résultats qui commencent à se ressentir. Et qu'est-ce qu'on fait? Allez, ben on va prendre un chef happiness officer qui va créer des after-work, des apéros, qui va mettre un baby-foot dans l'entreprise, voilà, qui va créer une sorte d'environnement parallèle. Ah, pardon. Oui, on est toujours au rafistoleur. Oui, c'est ça, oui, des rafistoleurs. Oui. On est toujours à la troisième parallèle, oui, au troisième comment dire, slide, et c'est bien les rafistoleurs. Donc là, je viens de vous donner quelques exemples, en fait. Donc, le Chief Happiness Officer est un rafistoleur parce qu'en fait, il passe son temps à animer des équipes qui sont complètement démotivées. Alors, je pense qu'Alain se considère comme rafistoleur. Alors, c'est ce que je vois, et il confirme ça. Il y a ce stress qui fait qu'on est en permanence emmerdé, sollicité, et parce qu'on est là que pour parler que de dysfonctionnement. On va continuer un petit peu, et puis après je lirai quelques éléments de plus. Bon, je résume. Ce sont les pompiers volontaires du système, les rafistoleurs, d'accord? Mais c'est un système qui est programmé pour avoir des pompiers volontaires. Voilà. C'est des cadres qui s'épuisent et qui se vident, en fait. Et qui passent leur temps, d'ailleurs, même à vider l'eau du bateau. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est commenter la brèche. Et parfois, on devrait les écouter. Alors, quatrième grande catégorie, et celle-là aussi, elle est pas mal, c'est ce qu'on appelle les causeurs de cash. Alors, les box takers, pardon. Alors, pour Graver, c'est une catégorie qui est la plus répandue chez les cadres. Ce sont des postes dont le seul but est de permettre à une organisation de prétendre, alors qu'en réalité, l'action n'a aucun impact concret, ou produit des documents que personne ne va lire, et ce sont des procédures purement formelles. Le premier poste que l'on va retrouver là-dedans, c'est le compliance officer. Celui-là, alors, il peut être intéressant si l'organisation est vertueuse. C'est vraiment le responsable de la conformité, mais de façade. Qu'est-ce que c'est? C'est les secteurs notamment comme la banque ou l'assurance ou les grandes industries, en fait, où on a beaucoup de réglementations plutôt importantes et contraignantes, en fait. Et donc, c'est un cadre qui passe sa journée à faire passer à faire remplir des questionnaires de 50 pages à ses collègues et à remplir des rapports pour prouver que la société en question est conforme aux normes RGPD ou RSE ou anticorruption. Alors, on n'est pas du tout dans une approche éthique ou vertueuse. On est là pour se prémunir du risque. On n'est pas là pour faire de ces outils-là, de la RSE notamment, un outil de management, en fait, et d'évolution de l'entreprise. On est là seulement pour couvrir le risque juridique. Ça a son sens, mais ça n'apporte pas une modification de la structure qui la rendrait
comment dire, qui la rendrait plus efficace. Alors, on a une très belle pensée là de la part de, de quelqu'un. Donc, oui, il fallait oser. Bon, c'est vrai que il faut oser, mais en fait, ça fait partie aussi de ce qui nous fait évoluer, quoi, en fait. Concernant cette notion comme quoi les rafistoleurs n'ont jamais été promus, ça c'est Alain qui le dit. C'est vrai, mais un rafistoleur peut reprendre la main sur son parcours. Hein. Je reviens là-dessus. À lui, et je le dirai après comment s'en sortir, d'évoluer et de faire évoluer son entreprise. Alors, et merci pour Maxime pour son poste très encourageant. Donc, ces cocheurs de cases, par exemple, on va avoir des spécialistes dans les usines à gaz, en fait. Exemple de poste, le project manager officer. Bon, c'est très joli comme terme. C'est un cadre de suivre l'avancement de grands projets de transformation dans l'entreprise. Le problème, c'est qu'il ne participe pas au projet, en fait. Sa semaine consiste à harceler les équipes opérationnelles pour qu'elles mettent à jour des tableurs complexes ou à colorier des cases en vert, en jaune ou en orange sur un dashboard, en fait, et il passe des heures à débattre sur la couleur de la case, en fait. C'est ça le problème. On ne résout pas les problèmes. On passe son temps à créer des usines à gaz pour comment dire, cocher des cases et mettre l'accent sur ce qui ne va pas, en fait. Il y a aussi une catégorie, peut-être que certains se reconnaissent, qui malheureusement est une réalité actuelle, c'est le fameux poste de responsable RSE dans une entreprise. C'est le cas du responsable qui n'a pas de budget ni de pouvoir. On a recruté un RSE pour dire qu'on a recruté un RSE, un responsable de tout ce qui est politique sociétale dans l'entreprise. Donc là, on le nomme, ça va verdir l'entreprise, en fait. Là, c'est vraiment un job, en fait. Et souvent, il est très motivé au départ, ce cadre, parce que c'est des personnes qui y croient. Quoi. Ils ont une formation spécifique et qui, son job va peu à peu se résumer à faire des rapports de durabilité ou un pavé de 200 pages que personne ne lit. Et plutôt que de modifier complètement les process pour aller vers une économie durable, on va plutôt faire les journées tri dans l'entreprise ou, voilà, ou faire en sorte d'obtenir un label, mais sans en faire une outil de management. C'est ça qui fait de la peine aujourd'hui et qui fait que ce job de responsable RSE est souvent source de frustration de la part de ces personnes. Allez, un dernier là-dedans, on continue. Il y a aussi les concepteurs de chartes ou politiques internes. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, où la DRH passe son temps à écrire des chartes, la charte du bon comportement, du néo-salarié, le manifeste managérial, la politique de diversité, qui ne sont que des chartes qui sont finalement que des affiches stériles où on ne les fait pas vivre, en fait. Donc, c'est totalement inutile. Elles sont dans l'intranet. Elles sont diffusées dans la newsletter, mais c'est une perte de temps parce qu'on a beau les avoir, personne ne les applique en fait. Voilà, ça. Prenez un peu dans un management à la française, c'est vrai. Ce sont des champions de l'illusion documentaire. Et donc, malheureusement, on est loin de la réalité de l'entreprise. Et c'est en ça qu'ils ne sont pas terribles. Passons à la 5e catégorie, qui est certainement une catégorie très, très intéressante pour nous tous. C'est celle des petits chefs. Alors, parce qu'ils nous emmerdent d'une part, et parce qu'eux-mêmes sont en souffrance. Ce sont des catégories, les petits chefs, qui passent leur temps à fliquer, à inventer des processus et à être dans la justification. Alors, je vais prendre un premier exemple, en fait, mais d'abord, je vous dirais que cette catégorie, on a ceux qui attribuent des tâches inutiles à des personnes, d'accord, mais ces personnes n'en ont pas besoin. Et puis il y a ceux dont le rôle est de générer d'autres bullshit jobs pour justifier leur propre poste. C'est de recruter d'autres jobs inutiles, en fait, dans leur entreprise. C'est ce qu'on appelle le management du vide. Je trouve ce terme très intéressant. Alors, voyons quelques exemples de managers, justement, petits chefs. Alors, on a les experts. Vous avez parfois certains managers experts qui, eux, justement, sont là pour diriger une équipe d'experts elle-même déjà super autonome et qui n'a pas besoin qu'on lui dise comment fonctionner. Une entreprise
qui travaillent en mode projet avec des objectifs clairs et précis. On n'a pas besoin d'un N plus 2, un plus 2 au-dessus du N plus 1, en fait. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont des cadres experts qui savent très bien ce qu'ils ont à faire et ils n'ont pas besoin que d'avoir à faire des rapports inutiles à un petit chef qui n'existe que pour cela, en fait. Donc, il met en place un système de contrôle permanent, en fait, et va demander des points détaillés, dénoués de toute stratégie, en fait. Voilà, c'est avoir l'impression de piloter le navire, quoi. C'est donner l'impression de piloter le navire. Donc, pour moi, ces managers d'experts, hein, qui managent les experts, sont très dangereux. On a aussi les fameux, les grands projets, en fait, les champions de la transformation, le directeur de la transformation. Vous savez, souvent dans les entreprises, on a des slogans qui disent objectif 2030, agilité globale. Mais voilà, donc c'est ces directeurs-là de la transformation, on les trouve dans les grands groupes et en fait, il crée des comités de pilotage, il va nommer des ambassadeurs de l'entreprise, ambassadeurs des changements, bien sûr, hein, à qui il donne des livres absurdes. Son job consiste à maintenir l'entreprise dans un état d'agitation permanent pour prouver qu'il transforme l'organisation. Voilà, ça c'est bullshit, ça c'est clair. Alors, Stéphane, petite remarque, nous sommes des champions après le Japon, mais ça existe dans tous les pays, puisque Weber lui-même, américain, a évalué oui, bien sûr. D'ailleurs, lui, il est américain et c'est un anthropologue, il s'intéressait aux civilisations. Le Japon, je connais moins, je sais que la notion de façade est très importante. L'image que l'on donne est peut-être plus importante que ce que l'on peut faire par moment. On a pu le voir dans le rôle de la femme dans le management au Japon. Qui est très difficile parce que c'est pas dans les habitudes et en revanche comment dire, on ne sait pas dire non et on ne sait pas souvent modifier les process parce que ça a été dit par un chef, quoi. Voilà. Alors continuons sur ces fameux petits chefs en fait qui font de la micro-gestion en fait. Donc on a également aussi au-delà de ces fameux directeurs de la transformation, il y a ceux qui sont compilateurs de rapports, en fait. C'est-à-dire, on est dans le middle management, c'est la strate intermédiaire. C'est une strate qui est floue souvent dans les entreprises où on a d'une part des directions opérationnelles et puis dedans, au-dessus, on a un N plus 2 sous le N plus 1 qui lui-même a une sorte de câble de lien qui va compiler des rapports et on ne sait pas trop ce qu'il fout là en fait. En réalité, il passe 100% de son temps à assister à des réunions en fait. Et c'est des grandes réunions stratégiques bien sûr, hein, pour après redescendre les consignes sous aux équipes d'en bas. En fait, il n'existe là que pour transformer des PowerPoint et les transférer et les envoyer à sa hiérarchie également aussi. Donc, c'est une sorte l'intermédiaire de transfert de données. C'est un câble. Si on le supprimait, peut-être que l'information irait plus vite en fait dans l'organisation. Il y a une autre catégorie qui peut illustrer aussi ce sujet, c'est ce qu'on appelle le créateur de département, l'empire builder. Ce sont des organisations où plus le directeur a du personnel en dessous, mieux c'est, et plus il crée de départements, des sous-chefs, des sous-directions, plus il va avoir le sentiment d'être non pas efficace en fait, c'est pas, il s'en fout d'être efficace, mais c'est l'expansion de son empire en fait, c'est ça en fait. Il va passer son temps à négocier des budgets pour recruter des nouveaux cadres. Il va continuer également à augmenter les missions de son département, même s'ils sont déjà à plein régime. Voilà. En fait, une fois ces personnes embauchées, on va inventer de nouvelles sous-directions, en fait, et de nouvelles missions fictives pour occuper tout le monde, étant lui-même l'inflation, en fait. Il représente l'inflation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment lui-même, son propre job, c'est vraiment un multi dans l'entreprise. Donc, ce sont des chefs d'orchestre du vide, en fait. Voilà. Par peur de n'avoir rien à faire, hein, ils transforment l'autonomie de leurs collaborateurs en bureaucratie. Ça, c'est intéressant. Ce sont eux qui inventent des processus qui emprisonnent les autres, devenant des gardiens en chef d'un système qui s'auto-justifie. Je trouve ça très beau, moi, c'est presque poétique. Voilà. Donc, pour moi, tout ça résume bien cette catégorie des chefs
des petits chefs, mais ces 5 catégories, je trouve qu'un jour ou l'autre, on est confronté à elles. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela a amené? En tout cas, ces dernières années, même aux États-Unis, on a connu cette fameuse vague de la grande démission, vous l'avez tous connue. Je peux vous dire que ça a été, d'un point de vue économique, un moment qui a amené beaucoup de chercheurs à se poser des questions et à étudier le phénomène. C'était vraiment un phénomène qui interpellait. Et même en Europe, on a vu beaucoup de gens, après le Covid, changer de métier, changer complètement de vie, par perte de valeur, par perte d'intérêt, et en recherche justement de peut-être une mission plus efficace au quotidien. Quand vous verrez la présentation, en fait, vous verrez que on a préparé un petit tableau avec des indicateurs. Je sais que c'est un tableau efficace, j'espère que ce n'est pas un tableau à la con, comme on dirait. Donc, on a 2 types, tout ce qui est organisation utile et organisation bullshitée, en fait. Donc, une organisation utile va vite, en fait. C'est-à-dire la vitesse de décision, c'est peut-être ça la valeur ajoutée d'une entreprise, être capable de décider vite. Dans une organisation lente, la lenteur elle est chronique et on a besoin d'une validation en cascade. Il y a aussi de côté la valeur ajoutée. Si on se focalise sur la valeur ajoutée, forcément l'entreprise va être plus performante parce qu'elle va allouer et de manière efficiente les ressources à ses missions. C'est tout le contraire dans une autre entreprise qui va passer son temps à mettre en place une politique interne, en fait. Voilà. On a également aussi la santé mentale. Et ça, c'est l'effet un peu quand on parlait de bullshit. Moi, pour moi, c'est ça le premier impact, c'est que les gens démissionnent ou éventuellement démissionnent, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais les gens c'est le cas du burn-out, c'est le cas de la grande démission, c'est le cas de la perte de sens, la perte d'efficacité, voilà. Donc, alors que quelqu'un qui a une bonne santé mentale dans l'entreprise, il a une fatigue qui est saine, avec un sentiment d'utilité. À quoi sert mon job? À quoi je sers, quoi? C'est ça l'idée. Dans les autres, c'est le burn-out, c'est-à-dire je m'emmerde dans mon job et je suis stressé et voilà, je ne suis pas aligné. Bon, c'est en tout cas la mode ça, mais bon. Exactement, le burn-out et le burn-out, ce sont les 2 grands problèmes de notre société aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Hein. Mes parents ne faisaient pas de burn-out. Hein. Et puis, la partie allocation de capitaux, c'est ce que je disais, les ressources. Si on a une organisation qui est tournée vers l'utilité, vers l'efficacité, en fait, on investit là où il le faut et pas dans des process inutiles, en fait. Alors que dans d'autres organisations qui seraient lentes et bullshisées, justement, on aurait des lenteurs et des lourdeurs avec des frais fixes et c'est ce qui fait qu'on n'est pas efficient dans la gestion des ressources de son entreprise. Alors, bon, vous me direz, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a constaté que réellement, c'était la réalité, il faut pouvoir s'en sortir. Et pour moi, et je vous encourage tous à l'avoir en tête, indépendamment si vous êtes bien ou pas dans votre job, le marché du travail est un marché dynamique, dans lequel il y a des opportunités. Que ce soit dans votre écosystème ou dans un écosystème autre. Quand je parle d'écosystème, c'est les entreprises qui tournent autour de moi ou autour desquelles je tourne, mes fournisseurs, mes clients, mon domaine d'activité. Il faut être capable un jour de partir, en fait. Pourquoi pas partir? Bien sûr qu'il y a le risque, mais si on se reconnaît dans le cadre d'un bullshit job, le risque, il est plutôt par rapport à votre santé, en fait. Donc, la première décision courageuse, c'est de partir et aller chercher une structure ou des métiers qui ont pour vous, par exemple, c'est un exemple, hein, un impact social. À quoi sert mon job? Ça, c'est la première question. Mais pour ça, il ne faut pas oublier que lorsqu'on est en poste, on peut garder les antennes vers l'extérieur et suivre les offres d'emploi, tout simplement. Voilà, LinkedIn sert à ça aussi, à être opéré. Donc, première décision forte, je me casse. Voilà. Deuxième, c'est se former. Le bullshit job est aussi ce qui arrive à des personnes que l'on a enfermées dans un job et qui, malheureusement, n'évoluent pas. L'idée, c'est d'évoluer, de se former à des nouvelles techniques, à de nouvelles méthodes. Pourquoi pas prendre des fonctions transversales de l'entreprise, utiliser l'entretien annuel pour avoir des exigences d'évolution,
Pareil pour l'entretien professionnel. Vous voyez, se former, ce n'est pas juste acquérir des compétences, c'est aussi les acquérir pour les utiliser et pourquoi pas les valoriser. C'est ce qu'on appelle l'employabilité. Et quand on est dans une situation de job à la con, on n'est pas lucide pour prendre cette initiative-là. Donc, pensez à la formation. Vous avez tous en plus, ou la plupart, un CPF, et on peut se former peut-être aussi en lisant gratuitement. Internet, l'IA, ce sont des sources de formation incroyables. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les cadres stricts en fait, de la formation. D'accord Alors, ça y est, ça part au niveau des commentaires. Alors, tous ces multi-jobs n'existent-ils pas seulement à cause de l'impossibilité des responsables d'assumer et de se séparer de leurs collaborateurs plutôt que de pousser les collaborateurs à démissionner? Oui, mais en fait, il y a ça aussi, hein, le courage managérial. Est-ce que je suis capable de dire, ben, j'ai peut-être besoin dans mon équipe aujourd'hui que de 4 personnes et pas 8. Et je ne vais pas recruter inutilement, en fait. Et aussi, parfois, aider un collaborateur qui est en difficulté à prendre son départ, à prendre son envol, à mener notre projet. C'est ça le courage. Hein. Dire à quelqu'un, écoute, aujourd'hui, la fonction que tu occupes, soit tu ne l'occupes pas pleinement et tu n'as pas les résultats attendus, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être que j'ai besoin de t'aider, de te donner plus de moyens, de te former. Peut-être qu'il faut que tu t'engages plus dans ton job aussi. Mais c'est un courage de dire ça, en fait. Plutôt que de maintenir les gens dans un placard. La PME et la TPE, c'est difficile d'avoir cette posture. Parce que dans une boîte de 20 personnes, un salaire, c'est énorme, en fait. Alors que dans un grand groupe, il y a vraiment une inertie. Et donc, voilà, on parlait de l'école de coaching. Bien sûr, le coaching peut aider à passer ce cap, de se sortir de cela. Donc, premier point. Deuxième point, la formation. Troisième point, un outil que vous connaissez tous, c'est le bilan de compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on perd le pouvoir sur son parcours lorsqu'on est dans ce genre de poste. On est carrément dans une organisation rigide et donc, en fait, c'est difficile de réfléchir. On est au quotidien. Je prends l'exemple du bricoleur qui passe son temps à bricoler, et pas à réfléchir. Donc, le bilan de compétences va vous forcer à décortiquer votre carrière. Voilà. On va lister quels sont les savoirs, les savoir-faire et les outils que vous avez maîtrisés et aussi pointer les crises que vous avez traversées et comment vous les avez traversées pour évoluer. Donc tout ça avec une consultante va vous permettre de vous dire, tiens, mais finalement, j'ai des compétences à valoriser. Il y a des choses que je ne fais pas que je peux faire aujourd'hui. C'est ça le véritable apport du bilan de compétences. Un temps pour soi, pour réfléchir à ces véritables compétences. Donc, n'hésitez pas à consulter votre compte CPF aussi, parce qu'il est possible aujourd'hui de le consulter pour justement demander un bilan de compétences. Sur notre site florianmansum.com, il y a une page dédiée à cela, il y a toutes les explications. Vous pouvez également vous informer. Autre outil que moi j'adore, c'est l'outplacement en fait. Parce que l'outplacement, on le voit souvent comme un outil pour quelque part se débarrasser de quelqu'un en fait. Non, non, je suis dans une cage dorée et je veux m'en aller. Donc je vais négocier avec mon DRH ou avec mon patron un départ à l'amiable et confortable. Je vais négocier un départ qui va me permettre de m'appuyer sur une autre structure pour rebondir. L'emplacement, c'est surtout vous sortir de l'entreprise pour faire ce travail d'ailleurs de réflexion sur l'avenir et surtout vous aider à franchir le cap, cibler les bonnes entreprises pour l'avenir et donc vraiment se quitter en bon terme. Pour l'entreprise, c'est un moyen d'éviter un prudent, on est d'accord, mais aussi de montrer qu'elle a quand même une approche humaine. Quand on fait un placement, on finance un nouveau départ à quelqu'un. Et pour le collaborateur, c'est un super outil pour rebondir et tourner la page. Pour moi, c'est un très bel outil. Et un placement peut durer 3, 6, 9, 12 mois, peu importe, mais c'est vraiment un déclencheur. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des outils qui peut être vraiment un moyen de briser justement cette cage dorée. Voilà. Alors, j'ai une question. Alors, une des questions, c'est Stéphane. Comment valoriser un multi-job sur un CV quand on a soi-même des difficultés à l'expliquer? Comment le valoriser? Mais en fait, la question, c'est quelles sont les compétences que vous avez, vous, aujourd'hui, à mobiliser et à mettre en avant sur votre CV. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez un multi-job, mais
Si vous dites, j'avais un poste d'ingénieur informaticien dans une entreprise où je gérais tout le parc, et ma mission était de faire preuve de polyvalence, de rapidité, je suis un bon communicant pour comprendre les problèmes, j'ai mis en place des procédures aussi pour anticiper les pannes. L'idée, c'est, le multi job, c'est votre sentiment en vous, les autres ne le voient pas forcément, ils ne s'en rendent pas compte. Pour le valoriser, valoriser les compétences que sont vraiment les vôtres. Voilà. Alors, Marcos m'a fait une remarque, je crois, pas bête d'encourager les candidats, sauf omission d'indiquer. D'accord. Valoriser les compétences, l'autorisement égale rupture conventionnelle. Alors non, la rupture conventionnelle, c'est un outil juridique pour vous permettre de partir et pouvoir toucher le chômage aussi. Elle ne donne pas lieu forcément à un emplacement, mais elle peut donner lieu aussi à une négo. OK pour la rupture, mais aussi, je veux également aussi un accompagnement de type outplacement. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, dernier point, l'autre piste d'action, et là c'est plus un joke, c'est plus de l'humour en fait, hein. Si vous ne pouvez pas réformer le système, apprenez à vous débarrasser également de votre manager. Je ne dis pas qu'il faut tuer le manager, hein. Donc en fait, du moins, commencez à limiter la réponse aux invitations des réunions de 3 heures. Voilà. Donnez votre avis là-dessus, hein. Alors, j'ai une question d'Alain. Donc, outplacement sans rupture de contrat de travail égale bilan de compétences via CPF. Alors, l'outplacement, il y a toujours une rupture de contrat de travail. Sinon, ce n'est pas de l'outplacement. Mais vous pouvez être en poste et faire un bilan, et vous pouvez ne pas être en poste et faire un bilan aussi. D'accord? J'espère que je suis clair. Si on fait un outplacement, c'est soit par un licenciement pour raison économique et on négocie l'outplacement. La rupture de contrat de travail, elle peut se faire aussi d'un commun accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on peut aussi négocier ou pas la rupture. Mais le bilan, c'est indépendant, vous pouvez le faire alors que vous êtes en poste. D'ailleurs, je vous encourage toujours dans votre vie de faire au moins un bilan ou deux dans votre parcours. Donc voilà globalement, et tout ça pour vous dire aussi que ça rejoint une théorie, vous avez peut-être déjà suivi les précédents webinars, notamment celui qu'on a fait sur le management Epifit, qui permet de dire un manager Epifit fait grandir ses collaborateurs. C'est surtout ça, en fait, que nous défendons avec ce bouquin, avec Loïc Douillière, Florian Manson et moi-même. Et donc, on vous invite, si vous le souhaitez, à l'acheter en ligne, en fait, sur notre site internet. On a fait pour cette occasion un code promo. Et donc, n'hésitez pas, vous allez voir, on a mis noir sur blanc pas mal de bons conseils pour vous-même devenir un manager Epifit, faire grandir vos collaborateurs et non pas parasites, et également permettre à vos collaborateurs de grandir. C'est ça la notion d'Epifit. Elle s'oppose à la notion de parasite. Okay, vous verrez aussi qu'on a écrit beaucoup de bouquins sur notre site internet, sur des thématiques liées au management, bien sûr, au recrutement, évidemment, et aussi à la vente. Vous verrez qu'on est plutôt à l'aise sur tout ce qui est les formations commerciales et toutes ces thématiques-là. Les prochains rendez-vous, parce qu'on arrive au bout de notre webinaire, et avant de vous remercier pour votre participation et vos remarques très sympathiques, on se retrouve le 17 septembre. Alors, pourquoi le 17 septembre? Parce qu'on est au moment où on va fêter les 50 ans du cabinet, qui a été créé en 1976, en septembre. Et donc, on va faire un webinaire un peu spécial sur la thématique donc, des richesses humaines, celles qui nous permettent de travailler aujourd'hui dans ce formidable métier depuis 50 ans avec mes associés et mon équipe. Les dates suivantes sont à confirmer, bien sûr. Et merci en tout cas, Maxime, parce que j'allais dire la même chose. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. J'espère que vous avez pris du plaisir. On va se retrouver notamment sur LinkedIn, mais surtout, prenez des vacances. Oubliez le monde digital et pendant cette période, prenez du plaisir surtout. Voilà. Merci à tous pour cette participation active. Vous allez recevoir donc très rapidement dans l'après-midi le replay. Et voilà, j'insiste encore, bravo et merci à vous tous pour votre participation.
Dernière question. Comment éviter les petits jobs à l'entretien d'embauche? Posez des questions, renseignez-vous, enquêtez. Faites ce travail en amont. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'infos sur Internet. À très bientôt.